Alors, nous allons voir maintenant les propriétés de l'ouverture et de la fermeture. La première propriété, c'est l'extensivité. Alors, quel que soit l'élément structurant, qu'il possède ou non son origine, eh bien, l'ouverture est anti-extensive et la fermeture est extensive. C'est-à-dire que l'ouverture va forcément diminuer ou garder à la même valeur les pixels d'une image. Elle ne va pas pouvoir augmenter la valeur d'un pixel de l'image. Inversement, la fermeture augmente forcément ou laisse à la même valeur les pixels d'une image, elle ne peut pas les diminuer. Alors nous avions cette propriété pour l'érosion et la dilatation uniquement si l'élément structurant contenait l'origine. Alors pourquoi pas la fermeture et l'ouverture? Alors je vais passer rapidement en fait, mais vous pouvez essayer de faire les calculs vous-même avant que je passe à la suite et voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on fait la dilatation suivie d'une érosion, c'est-à-dire une ouverture. Qu'est-ce qui se passe pour pourquoi les pixels qui auraient augmenté de valeur ou diminué de valeur reviennent à leur valeur initiale? Alors j'explique. Ici, si on fait l'érosion de I par E, eh bien on voit qu'on a certains pixels, comme celui-ci, qui valait 0 dans l'image d'origine et qui ici vaut 1. Effectivement, si on superpose l'élément structurant ici, on voit qu'on va faire le maximum entre ce pixel et ce pixel. Donc 3 pixels à 1, leur maximum vaut donc 1. Donc ce pixel qui vaut 0, malgré qu'on fasse une érosion, eh bien il passe à 1. Et ça montre que l'érosion, parfois, peut augmenter les valeurs de niveau de gris d'une image si l'élément structurant ne contient pas son origine. Ce qui est le cas ici, l'élément structurant, son origine est à 0. Donc on ne considère pas le pixel en lui-même dans le minimum. Donc on voit qu'ici, l'érosion n'est pas anti-extensive, elle n'a pas diminué les valeurs de chaque pixel. Alors elle a diminué la valeur de la plupart des pixels, mais pas de tous, puisque là on a un pixel qui a augmenté de valeur. Alors pourquoi quand on fait une dilatation, ce pixel revient à 0? Eh bien, tout simplement parce que lorsque l'on fait la dilatation, il ne faut pas oublier que cette dilatation ne se fera pas avec l'élément structurant E, mais avec l'élément structurant E, le maximum se fera avec l'élément structurant E tourné de 180 degrés. Et ce qui fait que, étant donné qu'on tourne justement l'élément structurant E de 180 degrés, eh bien, tous les pixels qui étaient passés de 0 à 1 dans l'érosion vont passer de nouveau maintenant à 0 avec la dilatation. Alors, c'est quelque chose que je peux vous montrer avec les mains simplement, mais la preuve existe. Voilà, donc ici, on voit que le résultat de la dilatation, et donc ici, c'est donc l'ouverture de I par l'élément structurant E, le résultat de cette phase de dilatation aura remis à 0 le pixel qui avait augmenté de valeur. Et donc, si par contre on prenait cette image-là et qu'on faisait une dilatation de cette image par E, on verrait que l'on aurait des pixels qui valaient 0 dans l'image de départ, qui étaient passés à 1 dans cette image et qui restent à 1 dans le résultat. Mais c'est parce qu'on justement on utilise l'élément structurant E tourné de 180 degrés que l'on replace, je dirais, les pixels qui étaient à 0 au départ, qu'on les remet à 0. Et donc c'est pour ça que pour la dilatation, on va utiliser cet élément structurant E tourné de 180 degrés. Ça ne va rien changer dans la plupart des cas puisque les éléments structurants qu'on utilise sont symétriques par rapport à l'origine, mais dans les cas où on n'utilise pas un élément structurant symétrique par rapport à l'origine, eh bien, ça permet de s'assurer que le résultat de l'ouverture, c'est-à-dire la combinaison d'une érosion suivie d'une dilatation, n'aura pas augmenté la valeur des pixels de l'image. Donc voilà pourquoi l'ouverture a cette propriété que non pas juste l'érosion et juste la dilatation. Parce que justement, cette phase de dilatation qui se fait avec un élément structurant E tourné de 180 degrés va remettre en place, je dirais, les problèmes, entre guillemets, causés par l'érosion. Voilà. Donc il ne faut pas vraiment se rappeler de cet exemple, il faut juste se rappeler de cette propriété, qui dit vraiment que ouverture, ça diminue, et fermeture, ça augmente. On a la même chose pour érosion et dilatation, mais seulement si un élément structurant contient son origine. Voilà, alors l'ouverture et la fermeture, ce sont des opérateurs croissants du point de vue de l'image. Ça veut dire que quand on a une image A1 qui est plus petite qu'une image A2, c'est-à-dire chaque pixel de A1 est plus petit que chaque pixel à la même position
de A2, donc ce sont des images de même taille, eh bien on est sûr que l'ouverture de A1 par E sera plus petite que l'ouverture de A2 par E, et la fermeture de A1 par E sera aussi plus petite que la fermeture de A2 par E. Donc c'est des opérateurs croissants, ça ne change pas l'ordre, la relation entre deux images. Par contre, du point de vue de l'élément structurant, c'est l'inverse. C'est-à-dire si on a un élément structurant 1 qui est plus petit qu'un élément structurant E2, qui est inclus dans E2, alors l'ouverture de E2 va raser plus de montagnes, donc le résultat est plus petit que l'ouverture d'une image par E1. Par contre, pour la fermeture, eh bien, la fermeture par E1 sera plus petite que la fermeture par E2. Voilà. C'est surtout cette propriété qui est importante, la propriété sur les images, à savoir que l'ouverture et la fermeture sont croissants par rapport à l'image. Donc, plus une image a des niveaux de gris élevés, et plus le résultat, soit de son ouverture ou soit de sa fermeture, auront des niveaux de gris élevés. L'idempotence est une propriété absolument indispensable à connaître pour l'ouverture et la fermeture. L'idempotence dit quoi? Eh bien, elle dit que faire l'ouverture de I une fois par E, ça donne le même résultat que faire l'ouverture de I une fois par E, puis refaire encore une ouverture sur le résultat par E. Donc il ne sert à rien d'itérer l'ouverture ou la fermeture plusieurs fois par le même élément structurant sans rien faire entre les deux transformations. Ça ne sert à rien puisque ça donne le même résultat. Ça s'explique tout à fait avec l'exemple du pinceau qui sert à peindre le sol. Si vous avez peint une fois le sol de chez vous avec un pinceau d'une certaine taille, ça ne sert à rien maintenant de repeindre le sol qui est peint avec le même pinceau, vous couvrirez exactement la même surface. Donc ça ne sert à rien de répéter plusieurs fois une même ouverture ou une même fermeture d'affilée sur une même image. Il faut faire entre les deux ouvertures soit changer l'élément structurant pour changer quelque chose à la transformation, soit faire une autre transformation pour changer l'image d'entrée. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire un petit intermède sur comment on compte les morceaux d'un objet dans une image. Alors, si vous vous souvenez ce que l'on avait fait pour supprimer le bruit poivre et sel de l'image du chien, vous aurez probablement remarqué que l'on n'utilisait pas le même élément structurant pour la phase d'ouverture et la phase de fermeture. Alors pourquoi? On va essayer d'expliquer ça pourquoi, mais rapidement, un peu avec les mains. Alors une composante connexe, c'est un morceau d'objet dans une image. Donc par exemple, on voit que si on s'intéresse au pixel rouge, on voit que dans l'image A, l'objet rouge est fait d'un seul morceau, une seule composante connexe. Dans l'image B, on a deux composantes connexes, deux éléments rouges qui ne se touchent pas. Et dans l'image C, on a quatre morceaux. Alors, pourquoi on voit, par exemple, dans l'image B, deux morceaux? On pourrait très bien dire que l'on a 1000 morceaux, puisque chaque pixel est un morceau. Donc, qu'est-ce qui nous permet de définir un morceau dans une image? Alors, en fait, un morceau se base sur deux choses importantes. Le fait que, pour être dans un même morceau, deux pixels doivent soit se toucher directement, soit on peut passer d'un pixel à l'autre en passant toujours par des pixels de la même couleur que le morceau qui nous intéresse. Ici, par exemple, on pourra dire que le pixel en haut à gauche du rectangle, si on regarde le rectangle, le pixel situé à peu près en haut à gauche du rectangle et un pixel rouge situé en bas à droite du rectangle sont dans le même morceau puisqu'on peut passer de l'un à l'autre en suivant un chemin continu permettant d'aller du pixel en haut à gauche au pixel en bas à droite sans jamais avoir à passer par des pixels blancs. Donc voilà pourquoi ces deux pixels, un pixel rouge situé en gauche et un pixel rouge situé en bas à droite, on peut les considérer dans le même morceau. Et l'autre propriété, c'est la maximalité, c'est-à-dire que un morceau ne doit pas être strictement inclus dans un morceau plus grand. Donc on ne peut pas dire dans le rectangle qu'on ne peut pas découper un carré dedans et dire ah ben voilà, on a un morceau carré. Non, ça n'est pas un morceau dans ce cas-là, c'est un sous-morceau. Mais donc pour être un morceau, il faut que ce soit la plus grande partie, le plus grand ensemble de pixels possible qui se touchent entre guillemets. Donc voilà, avec cette définition, on voit un petit peu qu'est-ce qui nous permet de dire ce qu'est une composante connexe. Finalement, une composante connexe, c'est un ensemble de pixels qui se touchent les uns les autres et qui est le plus grand ensemble possible avec cette propriété.
On voit que si on prend un pixel rouge dans le triangle et un pixel rouge, donc toujours sur l'image B, et un pixel rouge dans le rectangle, eh bien, on voit qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre par un chemin qui passe uniquement par des pixels rouges. Il faut sortir par des pixels blancs. Donc, ils ne sont pas dans le même morceau. Alors, dans le discret, les choses ne sont pas plus compliquées, mais la question est la suivante. De combien de morceaux, ou de composantes connexes, est composé l'objet? Donc, si on s'intéresse au pixel A1, de combien de morceaux l'image ci-dessous est-elle composée? Alors, toute la question repose en fait sur ces deux pixels qui se touchent par leur sommet. Est-ce qu'on considère que des morceaux qui se touchent par des pixels qui se touchent par leur sommet, par des deux coins, pardon, sont voisins l'un de l'autre, et dans ce cas-là, on aurait un seul morceau? Ou est-ce qu'on considère qu'il faut que des pixels se touchent par leur côté pour être dans le même morceau? Eh bien là, dans le discret, dans le monde des pixels, on a plusieurs façons en fait de compter des morceaux. Alors, pour compter les morceaux d'un objet, en fait, il nous faut un élément structurant, qui sera en général gamma 4 ou gamma 8. Cet élément structurant va définir comment on considère, pour un pixel, quels sont les voisins qu'on considère qu'à partir de ce pixel, quels sont les pixels auxquels on peut aller, quels sont les voisins d'un pixel. Ça s'appelle le voisinage. Si on choisit gamma 4, eh bien on considère que sont considérés comme voisins deux pixels se touchant par leur côté. Et donc deux pixels se touchant par leur coin, leur sommet, ne sont pas considérés comme voisins directement. Si on choisit gamma 8, par contre, deux pixels se touchant par leur coin sont considérés comme voisins. Alors on va pouvoir définir la relation de E voisinage. Donc on doit choisir un élément structurant E. En général, ce sera gamma 4 ou gamma 8 en 2D. On choisit donc un élément structurant E, tel que E égale E chapeau, donc il faut qu'il soit symétrique par rapport à l'origine. Il faut aussi qu'il contienne son origine, d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué là. Et deux pixels x et y. Et on dira que x et y sont E voisins si y appartient à E de x. Ou inversement, x appartient à E de y. Donc ça veut dire que quand on met l'élément structurant, quand on cale son origine sur x, eh bien ce dernier recouvre le pixel y. Dans ce cas-là, ils sont considérés comme E voisins. Ça veut dire que y appartient à E lorsqu'il est translaté sur x. Et on peut à ce moment-là définir, donner une définition d'une composante E connexe d'une image. Et là voici la définition. On dira que un ensemble J est une composante E connexe de I, donc on a une image I. On a un ensemble de pixels J inclus dans I, un élément structurant E qui représente le voisinage. On dira que J est une composante E connexe de I si, alors, pour toute paire de points x et y dans J, il existe une séquence de points, z0, z1 jusqu'à zk, telle que on peut aller de x à y en passant par les points z1, z2 jusqu'à zk-1, et tels que ces points sont 2 à 2 voisins. Donc ça, c'est la propriété de dire que finalement, chaque point de J, chaque paire de points de J, on peut les relier par une paire de points. Chaque paire de points dans J, on peut les relier, aller de l'un à l'autre en suivant un chemin continu de points voisins dans J, en restant à l'intérieur de J. Et il ne faut qu'il n'y ait aucun morceau plus grand dans l'image I qui contienne J. Alors, pour que ce soit plus simple, on va illustrer cette définition. Alors nous avons représenté ici à gauche l'objet précédemment vu qui nous posait problème pour décider s'il était était constitué de deux morceaux ou d'un seul morceau. Et à droite, nous avons représenté, nous avons recopié la définition d'une composante E connexe. Donc une composante connexe se mesure, se définit à partir d'un élément structurant. Comme dit précédemment, ces éléments structurants, enfin, en 2D, les deux éléments structurants que l'on peut choisir
pour définir une composante connexe sont en général gamma 4 ou gamma 8. Pour rappel, pour gamma 4 consiste en l'origine plus 4 pixels partageant un côté de l'origine. Gamma 8 est constitué de l'origine, puis des 4 pixels situés partageant un côté avec l'origine, et 4 pixels partageant un sommet et non un côté avec l'origine. Alors, regardons tout d'abord gamma 4 et interrogeons-nous sur cette image sur le nombre de composantes gamma 4 connexes dont elle est construite. Alors la définition que l'on a vue, donc la définition ici, nous dit que on possède une composante gamma 4 connexe si pour toute paire de points de notre composante connexe J, on peut partir d'un des deux points et arriver à l'autre point en passant par une séquence de points Z0, Z1, Zk, qui sont tous gamma 4 voisins et qui sont tous situés dans la composante connexe. Alors, interrogeons-nous sur cet ensemble de pixels que j'entoure en vert ici. Alors, cet ensemble de pixels est-il une composante gamma 4 connexe? Alors, on voit que pour toute paire de pixels que l'on choisit, par exemple, si je choisis ce pixel qui appartient à la composante connexe et ce pixel qui appartient à la composante connexe, je suis capable de définir un chemin qui part donc de Z0, c'est-à-dire le premier pixel de mon ensemble, pour aller jusqu'à Zk, qui ici sera Z4. Et je suis capable de partir de Z0 et d'arriver à Z4 en suivant des points 2 à 2 voisins. Donc par exemple, si je regarde Z0 et que je regarde ces 4 gamma 4 voisins, je possède ce pixel et ces deux pixels qui eux sont noirs, qui ne m'intéressent pas. Je vais donc descendre de Z0 au pixel que j'appellerai Z1, qui est donc gamma 4 voisin avec Z0, puisque si je translate gamma 4 sur Z0, je vois que gamma 4 recouvre Z1. Z1 et Z0 sont donc gamma 4 voisins, et cela se voyait par le fait qu'ils partageaient un côté. De Z1, je peux aussi descendre et arriver au pixel Z2. De Z2, je peux aller à droite et arriver au pixel Z3. Je vais peut-être choisir la couleur bleue pour écrire, cela ressortira peut-être mieux. Voilà. Et de Z3, je peux toujours aller à droite et arriver à Z4. Je vois donc que, quelle que soit la paire de pixels que je choisis dans J, je peux, donc quelle que soit la paire de pixels Z0, Zk que je choisis qui sont dans J, eh bien je peux aller de l'un à l'autre en traversant uniquement des points situés dans J et qui sont 2 à 2, 4 voisins. Cependant, J n'est pas une composante gamma 4 connexe, puisqu'elle ne respecte pas la dernière propriété qui dit qu'il n'y a aucune composante, il n'y a aucun ensemble H de pixels qui soit plus grand que J et qui respecte la première propriété. Or ici, j'ai un ensemble plus grand de pixels, c'est celui-ci. Si je rajoute ces deux pixels, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours ma propriété de paire de points qui est vraie, puisque dans ce nouvel ensemble, qui contient l'ensemble précédent, je peux toujours partir de n'importe quel de pixels et suivre un chemin de pixels 4 voisins 2 à 2, et qui me permet de relier les deux points. Donc l'ensemble que je montrais précédemment, cet ensemble, n'est pas une composante gamma 4 connexe, puisque elle ne respecte pas le critère de maximalité. Je peux trouver quelque chose de plus grand qui contient cet ensemble et qui respecte aussi la propriété d'être capable de relier des paires de pixels en passant par des séquences de points voisins. Par contre, donc,
cette composante connexe est une composante 4 connexe, puisque je ne peux pas construire quelque chose de plus grand qui contienne cet ensemble de pixels et qui respecte la première propriété. Alors justement, si l'on essaye de construire quelque chose de plus grand, imaginons que l'on prenne cet ensemble de pixels, et cet ensemble de pixels. Donc cet ensemble de pixels est plus grand que l'ensemble vert précédemment dessiné, cependant il ne respecte pas la première propriété. Alors pourquoi ne respecte-t-il pas la première propriété? Si je prends par hasard ce pixel que je vais nommer donc Z0 et ce pixel que je vais nommer Z1, ZK, ici Z3. Je vois que je peux passer de Z0 à Z3 en suivant des points voisins. Par exemple, de Z0, je peux descendre à ce point. Puis ici, je peux tourner à droite à ce pixel. Et ce pixel, je peux descendre vers le bas à ce pixel. Et j'ai donc une chaîne de points qui sont tous 4 voisins 2 à 2 et qui permet de relier Z0 et Z3. Et ces points restent dans J. Enfin, dans ma composante connexe. Ils n'en sortent pas. Cependant, si je choisis deux autres points, ces deux-là, que ce point je le nomme Z0 et que ce point je le nomme Z1, non, ZK. Il m'est impossible de relier Z0 et ZK sans sortir de l'ensemble J, puisque de Z0 je peux passer à droite sur Z1, mais de Z1 je ne peux revenir qu'à Z0. À partir de Z1, sinon, le seul choix que j'ai et qui me fera sortir de ma composante connexe, ce serait de partir vers le haut, ce qui m'amènerait à ce pixel-là et qui ne serait d'aucune utilité pour tenter de relier ZK, ou alors de descendre ici ou d'aller à droite, et dans les deux cas, j'arriverai sur des pixels à 0, qui sont en dehors de ma composante, de mon ensemble de pixels que je veux tester. Et en passant par exemple, le point du bas qui est à 0, ici je pourrais rebifurquer ensuite à droite, puis relier mon pixel ZK. Cependant, je suis sorti de mon ensemble pour aller sur un pixel à 0. Or, un ensemble J est une composante connexe si je peux trouver une séquence de points de J. Je n'ai donc pas le droit de sortir de J. De plus, même si la définition n'était pas claire sur ce point, il faut que ce soit des points de même niveau de grille pour être vu comme une composante connexe. Voilà, donc ici, en fait, la plus grande composante connexe que je peux faire, c'est celle-ci, en bleu. Une fois que j'ai fait celle-ci, je vois que je peux en faire une autre, c'est celle-ci, en rouge. Voilà, des composantes 4 connexes. Cet objet est donc constitué de deux composantes 4 connexes. Cependant, si je m'interroge à propos des composantes 8 connexes, eh bien, je m'aperçois cette fois-ci que si je considère par exemple ce pixel comme Z0 et ce pixel comme Z3, eh bien de Z0, étant donné que cette fois-ci je m'occupe de la connexité gamma 8, de Z0 je peux considérer maintenant les 8 voisins de Z0, et notamment le voisin en haut à gauche. Je vais donc me déplacer sur ce voisin pour commencer à constituer ma chaîne. De ce voisin, je peux encore une fois me déplacer en diagonale. Et là, cette fois-ci, étant donné que j'autorise avec gamma 8 d'aller attraper un point situé en diagonale du point où je me situe, eh bien, j'arrive
à passer de la partie rouge à la partie bleue sans passer par des pixels à 0, donc sans sortir de mon ensemble. Cette fois-ci, donc mon ensemble, c'est la partie rouge et la partie bleue, et j'essaie de voir si je ne peux pas cette fois-ci, les fusionner, entre guillemets, en considérant la 8 connexité. Et donc de ce point, je peux ensuite continuer en haut à gauche et arriver sur le pixel Z3. Donc cette fois-ci, quand on considère la 8 connexité, c'est-à-dire la gamma 8 connexité, eh bien, je vois que mon objet possède une seule composante gamma 8 connexe. C'est l'union de l'ensemble bleu et de l'ensemble rouge de pixels. Donc selon la connexité choisie, on comptera un nombre de composantes connexes différents. Alors, comme dit précédemment, en général en 2D, on utilisera la 4 ou la 8 connexité, donc gamma 4 ou gamma 8, comme ensemble de voisinage pour compter les morceaux d'un point, les morceaux d'une forme, d'un ensemble de pixels. En 3D, on utilisera en général gamma 6 ou gamma 26, bien que dans certaines applications, gamma 18 peut être aussi utilisé. Donc on peut répondre à cette question, comme on l'a fait précédemment. Cet ensemble de pixels possède bien, une seule composante 8 connexe, c'est-à-dire une seule composante mesurée avec gamma 8, et deux composantes 4 connexes, c'est-à-dire deux composantes mesurées avec gamma 4. On peut maintenant s'intéresser très rapidement au théorème de Jordan, qu'on peut énoncer en le simplifiant de cette façon. On peut dire que toute courbe simple, donc qui ne se recoupe pas et qui est fermée, doit séparer le plan en deux parties. Donc ici, vous avez un exemple, une image avec une courbe dessinée en rouge. Elle est simple puisqu'elle ne se recoupe pas sur elle-même, elle est fermée, puisqu'elle se reboucle par contre sur elle-même, mais elle ne se recoupe pas elle-même. Donc elle boucle, et on voit bien qu'elle sépare le plan en deux parties. Elle possède un intérieur et un extérieur. Donc l'intérieur est situé ici, et l'extérieur est situé tout autour de cette courbe rouge. Donc une courbe simple fermée sépare bien le plan en deux parties. C'est ce que l'on fait quand on construit une barrière. Une barrière peut être vue comme une courbe simple fermée autour d'une propriété. Elle sépare le plan, la carte du monde, en deux parties, l'intérieur de votre propriété et l'extérieur de votre propriété. Alors, le théorème de Jordan, donc, qui est ici dans une forme extrêmement simplifiée, doit rester vrai dans le domaine discret. Alors, le théorème de Jordan dit aussi que si la courbe est ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fermée, qu'elle ne se reboucle pas sur elle-même, elle ne peut pas séparer le plan en deux parties. Donc, quand on a une barrière et qu'on ne referme pas sa barrière ou son enclos, si on veut, eh bien, on n'a pas séparé en deux son terrain. Ceci doit rester vrai aussi, encore une fois, dans le domaine des images. Alors, dans cet exemple, la courbe simple est l'ensemble des pixels blancs, et le plan est l'ensemble des pixels noirs. Alors, la courbe est constituée de un seul 4 morceaux, puisque l'on voit que chaque point est 4 voisins avec le point suivant dans la séquence. On possède donc un seul 4 morceaux de courbe. Donc, étant donné que cette courbe est fermée, qu'elle est simple, elle ne se recoupe pas, et qu'elle est donc faite d'un seul morceau, elle devrait séparer le plan en deux parties. Le plan est bien constitué de 2 4 morceaux et de 2 8 morceaux. Donc tout semble bien aller, le plan est bien séparé en deux. Alors maintenant ici, on considère la courbe suivante, et on s'interroge sur combien de 4 morceaux est constituée la courbe. Encore une fois, elle est constituée d'un seul 4 morceaux, mais elle est ouverte. En effet, la courbe ici a deux extrémités, le pixel ici surligné en rouge, et le pixel ici surligné aussi en rouge. Ces deux pixels n'ont chacun qu'un seul 4 voisin. Pour ce pixel, son seul 4 voisin, c'est le pixel à gauche. Et pour ce pixel, son seul 4 voisin, c'est le pixel en dessous. Les deux pixels ne sont pas eux-mêmes voisins entre eux, puisqu'ils ne sont pas 4 voisins, ils sont 8 voisins. Or ici, on considère la 4 connexité. On a donc une courbe ouverte,
elle ne devrait pas séparer le plan en deux parties. Or, on constate que le plan est constitué de 2 4 morceaux, mais d'un seul 8 morceaux. Donc, si l'on considère pour le plan, c'est-à-dire les pixels à 0, la même connexité que pour le blanc, c'est-à-dire la 4 connexité, on arrive à une situation étrange où l'on a une courbe qui n'est pas fermée et qui sépare pourtant le plan en deux morceaux, puisque en 4 connexités, le plan est constitué de deux morceaux. Si par contre, en considérant la 4 connexité pour la courbe, on considère la 8 connexité pour le plan, c'est-à-dire les pixels noirs, on constate que la courbe n'étant pas fermée, le plan ne devrait pas être séparé en deux, et le plan, en 8 connexités, est bien constitué d'un seul morceau. Donc, en utilisant la 4 connexité pour l'objet, il semble être nécessaire d'adopter la 8 connexité pour le complémentaire de l'objet, afin d'avoir le théorème de Jordan qui semble fonctionner. Dans ce cas ici, la courbe est constituée de 4 8 morceaux. La courbe est constituée de 4 morceaux, et ce n'est même pas une courbe en fait. Donc ce sont 4 segments, de 4 petits segments. Par contre, en 8 connexités, la courbe est constituée d'un seul morceau et elle se reboucle bien sur elle-même. Chaque pixel possède deux voisins et l'on peut se déplacer librement d'un pixel à un autre. On a donc bien affaire à une courbe qui est fermée et constituée d'un seul 8 morceaux. Cependant, le plan est constitué, donc la courbe étant fermée et constituée d'un seul morceau, elle devrait séparer le plan en deux parties. Or, le plan est constitué de deux 4 parties et d'une seule 8 parties, puisque ce pixel et ce pixel sont tous les deux voisins. Donc l'intégralité des pixels peuvent être rejoints, peuvent être traversés par une courbe en 8 connexités. On peut donc prendre deux pixels à 0, n'importe lesquels, et les relier par une séquence de points qui sont 8 voisins. Donc ici, on a une courbe en 8 connexités qui devrait séparer le plan en deux parties, et on voit qu'il ne sépare effectivement le plan en deux parties que lorsqu'on considère la 4 connexité pour le plan. Donc, quand la courbe est vue avec la 4 connexité, il faut considérer le plan avec la 8 connexité. Et quand la courbe est vue avec la 8 connexité, il faut considérer le plan avec la 4 connexité. En conclusion, et c'est une règle qu'on essaiera d'appliquer le plus souvent possible, en 2D, si on considère les pixels clairs, c'est-à-dire les montagnes, avec la 8 connexité, il faudra considérer les pixels foncés avec la 4 connexité, et vice-versa. Et en 3D, ça se jouera entre la 26 et la 6 connexité. Donc, ce que nous explique ce slide, c'est que si l'on fait un filtrage sur une image et que ce filtrage doit agir sur les pixels clairs de l'image, et que l'on a considéré, on a utilisé l'élément structurant gamma 8 pour faire le filtrage ou pour faire une reconstruction, eh bien, si on fait un autre filtrage, cette fois-ci sur les pixels foncés, il faudra, si on fait une reconstruction, utiliser gamma 4 sur les pixels foncés afin d'avoir des résultats cohérents avec le théorème de Jordan.